Voilà, madame, messieurs, vous qui êtes habitués, vous reconnaissez certainement ce générique. Vous êtes les bienvenus sur Afrique Média, la télévision panafricaine. Nous sommes en direct de Yaoundé comme tous les week-ends pour votre édition, le débat de la presse. L'émission qui revient sur les grands axes qui ont marqué la semaine au Cameroun, en Afrique et dans le reste du monde. Nous sommes donc encore là cette semaine pour parler des grands sujets qui ont marqué la vie au Cameroun. Mais d'avant que d'aller très loin dans cette émission, pour vous qui êtes également habitués, vous savez qu'elle a ses habitudes. Nous allons tout de suite et maintenant marquer la première pause qui nous amène à suivre avec une grande attention l'éditorial de cette émission. Dès ce 19 janvier 2013, le public camerounais se joindra au reste du public africain et international pour vibrer au rythme des émotions, des actions fortes du football continental, dont les 16 nations les meilleures de l'heure ont rendez-vous en Afrique du Sud, le pays de Nelson Mandela, le pays de Thabo Mbeki, de Desmond Tutu et de Jacob Zuma. C'est que la Coupe d'Afrique des Nations 2013 aura donc droit de citer jusqu'au soir du 10 février prochain, où l'on connaîtra alors le successeur de Chipolo Polo de Zambie, détenteur et vainqueur du trophée de la dernière édition qui s'est jouée en 2012 en Guinée équatoriale et au Gabon. Le temps des rencontres, j'allais dire le temps de la compétition, on va donc oublier, ne fût-ce que pour quelques instants, la tristesse et toute la désolation que charriait jusque-là le nord du Mali, la République centrafricaine, la République démocratique du Congo et depuis quelques jours, le sud de l'Algérie avec la spectaculaire prise d'otage de Mokhtar Ben Mokhtar avec l'issue sanglante et surtout meurtrière que l'on sait, à la suite bien sûr de la tentative foireuse de la Somalie. L'Afrique pourra donc, le temps de cette compétition, présenter un autre visage au monde, celui des gens normaux qui vivent dans la paix et dans l'harmonie, dans la joie tout simplement, sans avoir peur de ces intégristes fous de Dieu qui veulent envahir notre cher et beau continent et nous imposer la loi islamique, la charia, à nous tous. Et malgré tout ce qu'on peut dire, c'est l'occasion pour moi de saluer au passage et de remercier l'action de la France et de François Hollande qui a répondu à l'appel de détresse du Mali. Il faut aussi saluer au passage tous les soldats, qu'ils soient français ou africains, qui en ce moment même se sacrifient au combat contre les islamistes. Et c'est enfin l'occasion d'en appeler à la prudence, à la vigilance, mais surtout à la responsabilité de tous les Africains, où qu'ils soient, et aux organisateurs particulièrement de la Coupe d'Afrique des Nations 2013, de redoubler de vigilance et d'assurer la sécurité des joueurs, des officiels, des journalistes et des spectateurs pendant la durée de cette Coupe d'Afrique des Nations et même au-delà, pour que rien, mais alors rien ne vienne perturber et gâcher la fête du football du continent noir par la faute de ces barbus kamikazes, pour qui la vie n'a aucun sens, qu'ils soient d'Al-Qaïda, d'Aqmi, du Moudjao ou de Boko Haram et j'en passe. On ne peut que dire bonne chance à toutes les 16 nations qualifiées à cette Coupe d'Afrique des Nations 2013 et surtout que le meilleur l'emporte au soir du 10 février prochain. Que Dieu bénisse l'Afrique, la protège de toutes les forces du mal qui la menacent en ce moment. Voilà, il faut dire que là c'est le décor qui vient d'être planté avec cet éditorial qui nous emmène déjà en Afrique du Sud, qui va donc vibrer dès ce 19 janvier 2013 au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations, la première qui se joue pendant les années impaires. Mesdames, messieurs, vous êtes une fois de plus les bienvenus sur Afrique Média, la télévision panafricaine. Voici le menu de votre émission. Nous avons 3 sujets qui nous intéressent cette semaine. On va donc parler du Cameroun. Tout d'abord avec cette question des inscriptions sur les listes électorales. Ce n'est pas du tout la grande joie du côté d'Elections Cameroun qui avait pourtant annoncé le chiffre de 7 millions d'électeurs. Mais aujourd'hui, à un mois de la fin de ce processus, en principe, on n'en est pas moins de 3 millions d'électeurs qui sont déjà inscrits. Alors que se passe-t-il? Est-ce que Elekam pourra atteindre les objectifs qu'il s'est fixés lui-même? La question, on va donc la poser à nos invités qui sont sur ce plateau du débat de la presse. Également, on va parler des affaires
au Cameroun et l'affaire Yves-Michel Fosso dans le cadre des ADC avec l'arrêt des poursuites par le tribunal criminel spécial. C'est donc arrivé cette semaine sur décision du ministre de la Justice et bien des voix s'élèvent, notamment son co-accusé qui n'est autre que l'ancien directeur général des ADC qui pense qu'on n'aurait pas dû arrêter ces poursuites contre Yves-Michel Fosso qui au passage avait payé les 230 millions de francs CFA. Un commentaire serait également fait sur la question au courant même de cette édition du débat de la presse. Le grand sujet autour duquel nos invités vont nous édifier porte bien sûr sur la grande problématique de la sécurité sociale au Cameroun. Le président de la République, lors de son discours, avait balisé le chemin en demandant qu'on aille un peu plus loin dans ce processus. Alors, qu'en est-il exactement? Nous avons des experts sur le plateau qui vont éclairer notre lanterne pour comprendre davantage ce qui est fait jusqu'ici, mais surtout ce qui peut être fait pour que le grand nombre des Camerounais puissent bénéficier de la couverture de la sécurité sociale. Voilà donc pour ce qui est de la vitrine de cette émission. Je vais avec le même plaisir vous faire prendre contact avec nos invités qui sont avec nous sur le plateau du débat de la presse. C'est des experts, c'est des professionnels également des médias qui sont avec nous sur le plateau. Je vais donc commencer à tout seigneur, tout honneur par les journalistes qui sont avec nous. Je vais donc vous introduire Justin Pierre Essonno qui est donc journaliste à la radio Tiemeni Siantou. C'est une radio qui a pignon sur rue au Cameroun, dans la ville de Yaoundé et même dans le reste du monde puisque la radio peut être captée sur Internet. Alors Justin, merci de nous avoir retrouvés sur le plateau du débat de la presse. Bonjour Albert, et je suis content d'être là sur ce plateau cette mi-journée et de pouvoir contribuer au débat, notamment ce qui concerne les thèmes que vous avez prescrit pour l'occasion. Merci donc de nous avoir retrouvés, mais avec vous très rapidement, on va évoquer cette insécurité qui semble s'être installée dans la ville de Yaoundé. Il y a un quartier qui défraie la chronique avec pas moins d'une dizaine de jeunes filles qui ont été violées et pour d'autres assassinés. Est-ce que cela vous fait peur? Je crois que vous faites allusion au quartier Mimobanda Yaoundé. Nous avons notamment dans le cadre du traitement de l'information dans nos éditions de journaux parlés, suivi depuis un mois maintenant, ces cas d'exactions dans un quartier qui n'est pas périphérique mais qui est au cœur de Yaoundé, Mimobanda pour ne pas le nommer. Et donc en l'espace d'une trentaine de jours, nos reporters nous font dire que c'est une dizaine de personnes, dizaine de jeunes filles qui ont été d'abord violées, ensuite assassinées. Je crois que c'est plus qu'un problème à prendre au sérieux dans la mesure où... Et là, nous sommes allés à la rencontre d'un certain nombre de victimes en termes de ce que c'était les parents de ces filles qui ont été violées et assassinées. Et vraiment, c'était tellement pathétique et qu'il y en a qui se sont remis à Dieu, je parle de maman. Et donc, ça m'a provoqué personnellement un certain sentiment, se demander, bon, pourquoi est-ce que les uns les autres peuvent en être à ce stade de mépris de la vie? Et qu'est-ce qui peut les motiver? Je suis sans réponse jusqu'à ce jour, mais je crois que le problème est suffisamment grave qu'on en vienne à voir au cœur de la ville de Yaoundé des personnes qui sont ainsi atteintes dans leur vie, le droit le plus absolu. Et donc c'est un problème que je suppose qui doit être pris très au sérieux par la communauté de la sécurité nationale. On parlera tout à l'heure de la sécurité sociale, mais je pense que c'est un problème de sécurité publique tout court, et donc j'interpelle l'autorité administrative et l'autorité tout court du Cameroun. Alors sûrement que votre interpellation ne tombe pas dans des oreilles de sourds. En ce moment même, des dispositions doivent être prises pour remettre le public, les habitants de la ville de Yaoundé en confiance. Et cela a commencé dans la ville de Bafoussam en fin d'année dernière. Cela s'est étendu dans la capitale camerounaise. On est sûr que des mesures vont être prises. Également invité à l'émission de ce jour au GNTD, il est directeur de publication d'un journal qui a pour nom Pile ou Face. Il est avec nous, cela faisait déjà un bon bout de temps qu'on l'avait plus vu sur le plateau du débat de la presse. Il va peut-être nous dire pourquoi. Alors Roger, bienvenue sur le plateau du débat de la presse. Merci Patrick, merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. J'ai pu vous dire que parfois il faut reculer pour mieux sauter, et je crois que j'ai suffisamment reculé et maintenant je suis à même de mieux sauter. Voilà, on entend sûrement un bon olympique. Alors avec vous, on va dire que cette semaine, on a encore entendu parler de Marafa Amidouéa, cette fois-ci avec une interview qui continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. On croyait pourtant qu'après sa condamnation,
il avait décidé de le cessez-le-feu épistolaire. Non, mais il faut vous dire qu'on n'a pas condamné les lettres de Marafa. On le condamne peut-être sur les faits juridiques, les détournements, mais pas sur le jurisme. Il a le droit de s'exprimer, il n'a au moins pas, il n'a pas été retiré en sa faveur le droit d'écrire, ni de s'exprimer. Je crois qu'au moins là, même si on est dans n'importe quel cachot, on a le droit de parler. Et je Donc, crois que lettre, oui, Marafa est dans son bon rôle et je crois qu'il est même en train d'aider le Cameroun parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il fallait nous dire, nous apprendre. Et s'il est dit aujourd'hui, c'est tant mieux pour nous. Et je crois bien que tout ce qu'on peut demander à Marafa, c'est de beaucoup écrire. Voilà, il va beaucoup écrire sûrement pour nous édifier davantage sur les choses qui se passent entre ces murs toujours fermés à l'endroit du grand public. Également invité sur le plateau, c'est des professionnels dans le domaine de la sécurité sociale, c'est des hauts cadres de la Caisse nationale de prévoyance sociale. Ils nous ont donc retrouvés sur le plateau pour nous aider à mieux comprendre en fait la nouvelle politique qui doit être mise en place dans le secteur de la sécurité sociale au Cameroun. Il s'agit donc de monsieur Jules Armand Odiep qui est chef de département des études et de la communication à la CNPS. Monsieur Odiep, bienvenue sur le plateau de la télévision panafricaine. Bonjour Patrick et merci de nous avoir invités. Alors il faut dire que vous ne faites pas que la sécurité sociale, vous suivez quand même aussi l'actualité en RCA, c'est le retour à la normale qui est déjà enclenché. Bien sûr, il faut louer le consensus qui a été trouvé à Libreville et avec l'avènement du nouveau Premier ministre qui, nous l'espérons, va régler ce problème pour une certaine durée. Voilà, on espère que les Centrafricains vont retrouver toute la sérénité et la paix pour que le pays puisse se tourner vers son développement. Également sur le plateau, monsieur Omoloma Damien, il est tout simplement le coordonnateur de la communication, également de la CNPS. Damien, merci de nous avoir retrouvés sur le plateau. Merci Patrick de nous avoir invités. Alors, des bruits font savoir que le chef de l'État a été troublé dans son court séjour privé en Europe par des manifestants qui se revendiquent d'être du COP. Vous avez été au courant de cette actualité-là? Pas vraiment. Vous n'avez pas suivi que des manifestants ont demandé au président de la République, qui actuellement se trouve en Europe, de quitter l'hôtel Continental. Bon, d'autres on parle des agitateurs, mais qu'à cela ne tienne, on ne va pas vous en tenir rigueur. Tout simplement, je pense que Ghislain va nous dire quelque chose à ce sujet. De toutes les façons, la Coupe d'Afrique des Nations commence aujourd'hui. Vous devez être un fan de foot. Vous vous apprêtez à vivre cet événement. Dites-nous un peu. Bien entendu, le Cameroun, même s'il n'a pas eu, comment dirais-je, la possibilité... Il n'est pas présent à cette compétition pour la deuxième fois consécutive. Vous êtes habitué à ces absences. C'est vrai, ça fait mal, mais... le Camerounais est toujours fan du foot, moi-même je suis fan du foot, donc il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas suivre cet événement-là. Ça c'est un peu le côté fleur de l'Afrique, pour que désormais, qu'on ne dise pas toujours il y a des mauvaises choses en Afrique. Le football, ça c'est sacré pour l'Afrique, et plus encore au Cameroun. Mais on peut quand même s'attendre à vivre une belle compétition. C'est sûr. Mais je voudrais revenir, si vous permettez, sur les crimes passionnels à Mimboman. Les crimes rituels. Pratiquement. C'est vrai, vous avez raison. En réalité, nous sommes un peu dans ce que nous appelons, à travers les Écritures, les derniers jours, les temps de la fin. C'est en principe des gens qui, pour des raisons, comment dirais-je, inavouées, parfois c'est des imbéciles à la limite. Quelqu'un fait un coup et puis se rend compte. Oui, on les trompe parfois. C'est un tout petit magicien qui leur dit si vous ramenez tel organe, vous allez monter en grade ou monter en puissance. Ou tout simplement on leur propose des sommes. Des sommes. Parfois c'est des sommes, parfois pour rien. En réalité, après cet acte commis, ils ne reçoivent pratiquement rien. Donc ils sont pratiquement au service du mal. C'est un peu une forme de satanisme pratiquement voilé. Il croit qu'il agit dans son bon droit, mais en réalité, il est manipulé par l'esprit satanique, c'est tout. Ok, vivement que cela puisse se remettre. Voilà donc, mesdames, messieurs, on a fait le tour
pour vous présenter ceux qui sont nos invités de ce débat de la presse. Et vous le savez, vous également, vous êtes invités à participer à l'émission à travers les messages qui doivent être signés de votre nom et du lieu d'où vous nous envoyez ces messages partout sur le continent et même au-delà. Vous avez suivi les sujets qui ont été énoncés tout à l'heure. On va donc marquer une seconde pause dans cette émission, le temps de nous rafraîchir la mémoire avec les yeux et surtout la plume de Cédric Mbonomo qui nous présente comme d'habitude la revue de presse du débat de la presse. Suivez plutôt. Fidèles téléspectateurs du débat de la presse, chers invités, bonjour. Perspective 2013, le journal Diapason place le Cameroun sur une balance entre changement et immobilisme. L'hebdomadaire de François Mboké passe au décryptage l'avenir immédiat du pays. Un avenir qui se caractérise par l'attente de grandes mutations dans le secteur de la communication en l'occurrence. L'expérimentation de nouveaux programmes scolaires, l'organisation du premier BEPC bilingue et le maintien de la paix sociale à l'université sont également attendus d'une part. Et d'autre part, l'amélioration des capacités d'approvisionnement en eau potable, la relance de la lutte contre la corruption, le démarrage de nombreux chantiers en matière d'infrastructures routières et le développement des ressources minières et énergétiques dans le cadre de leur exploitation. Des projets dont la réalisation annoncée place Diapason entre espoir et incertitude. Cependant, Cameroun Tribune, lui, semble véhiculer de l'espoir à travers cette annonce selon laquelle l'exportation des diamants est désormais officielle au Cameroun. Dans cette parution du jeudi 17 janvier 2013, le quotidien gouvernemental précise que l'entreprise CNK Mining a officiellement reçu des mains du ministre en charge des mines le tout premier certificat délivré dans le cadre du processus de Kimberley. C'était lors de la cérémonie de lancement des premières exportations de diamants bruts, événement qui a eu lieu le mercredi 16 janvier dernier à Yaoundé. Cameroun Tribune voit son espoir renforcé lorsqu'au cours de la 13e session du Conseil national de la route, le Premier ministre Philemon Yang annonce que les infrastructures routières seront les priorités du Cameroun en 2013. Dans son numéro du vendredi 18 janvier, le quotidien gouvernemental souligne que le chef du gouvernement a prescrit de mettre l'accent sur le désenclavement des bassins de production agricole, des zones industrielles et de tourisme. Le cyclone Marafa a également soufflé à nouveau dans la presse camerounaise. Le Septentrion annonce d'ailleurs à ce sujet que Marafa parle pour la première fois depuis sa condamnation. L'hebdomadaire de Sylvain Ahati présente dans ce numéro l'intégralité de l'interview accordée par l'ancien ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation Marafa Hamidou Yahya et qui a été publiée sur le site internet Slate Africa. Une interview au cours de laquelle le prisonnier de l'opération Épervier déclare que le tribunal ne l'a trouvé coupable d'aucune malversation et que les juges ont agi sous la pression du régime. Des propos que Cameroun Tribune interprète comme inspirés par une volonté de diversion. Le quotidien de Marie-Claire Nana, dans cette édition du mardi 15 janvier 2013, pense que Marafa Hamidou Yahya persiste à ramener dans le champ politique ses démêlés avec la justice. Selon ce journal, le justiciable entend faire parler de lui et utiliser la presse comme canal instrumentalisé à cet effet. Un point de vue que semble partager l'hebdomadaire Hot News, puisqu'il déclare que cette interview de Marafa ne fait aucune révélation. Cela se justifie certainement par cette publication en bref, faite par le journal et à travers laquelle Hot News précise que l'interview de l'ancien ministre, condamné à 25 ans de prison dans le cadre de l'affaire de l'avion présidentiel, n'apporte aucune nouvelle information. Selon l'hebdomadaire, Marafa tourne en rond et revient sur les mêmes déclarations qu'il a eu à faire à travers ses précédentes sorties épistolaires. Et si Marafa et Foto voulaient rembourser 21,375 milliards? C'est la question que se pose l'hebdomadaire sans détour et qui lui permet d'annoncer qu'après le reversement de l'affaire au tribunal criminel spécial et l'arrêt des poursuites dans le cas ADC, Yves-Michel Foto et son mentor seraient sur le point de rembourser pour obtenir leur libération au sujet du dossier BB Jet 2. Un sujet qui suscite cependant des inquiétudes selon Hot News, c'est celui sur la refonte biométrique des listes électorales. Le journal pense ici que le directeur général d'Elections Cameroun a péché par excès d'optimisme. L'hebdomadaire laisse transparaître des incertitudes quant à l'atteinte des objectifs fixés par l'ECAM au vu des maigres résultats obtenus jusqu'ici. Des incertitudes que Cameroun Tribune tente certainement de dissiper à travers cette annonce faite le mercredi 16 janvier 2013 et selon laquelle le fichier électoral sera disponible en avril.
En tout cas, c'est l'assurance que donne Mohamed Sani Tanimou, le directeur général des élections, à travers cette interview dans laquelle il revient sur l'évolution des chiffres en matière d'électeurs inscrits, des chiffres qui n'empêchent pas d'espérer, puisque le processus de refonte biométrique des listes électorales peut se poursuivre jusqu'en fin mars ou en mi-avril. Et puis en sport, le Gabon partage son tour cycliste tropical à Missa Bongo avec le Cameroun. Ce journal Infosport Gabon en témoigne. Ici, l'annonce est faite selon laquelle 2 étapes de cette 8e édition de la compétition se déroulent au Cameroun. L'une sur l'axe Bitam et Bolova et l'autre à travers le critérium de Yaoundé. Cette seconde étape se conclut d'ailleurs par un incident selon ce numéro du quotidien Stade qui annonce une grogne à la camerounaise. Dans cette parution du mercredi 16 janvier 2013, le journal de Lambert Photo annonce que les cyclistes camerounais débordent de colère. Ils revendiquent, selon Stade, leur prime de participation à la Tropicale à Missa Bongo 2013. Leur problème a-t-il été résolu? La question reste en suspens. Le débat de la presse, quant à lui, se poursuit sur Afrique Média, votre télévision panafricaine. Voilà, merci à Cédric Mbonomo et à toute son équipe, Valérie Stéphane Vondo, pour cette revue de presse. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Vous êtes sur la télévision panafricaine Afrique Média. Nous sommes en direct de Yaoundé. Votre émission, c'est bien sûr le débat de la presse. Tout de suite et maintenant donc, nous entrons dans le premier sujet qui nous intéresse. On va parler des inscriptions biométriques sur les listes électorales, Elections Cameroun. À un mois de la fin de ce processus, un peu moins de 3 millions d'inscrits. On parle de 2,5 millions, mais le responsable de la communication de la structure nous a rassuré que le décompte sera fait lundi prochain et qu'il n'est pas exclu qu'on puisse dépasser le seuil de 3 millions d'inscrits et compte également sur la grande mobilisation constatée dans certaines formations politiques, notamment le parti proche du pouvoir au Cameroun. Alors, 3 millions d'inscrits, alors qu'on avait annoncé 7 à la fin de ce processus. Ghislain Pierre Essonneau, vous qui êtes un peu spécialiste des questions politiques à la radio RTS, comment est-ce que vous pouvez analyser ce score-là, si on peut s'exprimer, si ce chiffre, est-ce qu'il est inquiétant pour la suite du processus? Ben, absolument inquiétant. Vous savez, la politique, si vous voulez, la démocratie a ceci de particulier que, en dehors de la légalité, il faut une certaine légitimité. Et la légitimité importe avec elle le nombre de personnes qui participent effectivement à la vie politique, à la désignation donc par élection des personnes qui doivent présider aux destinées de la République à quelque échelon que ce soit. Alors, contrairement à l'optimisme de monsieur le directeur général des élections à Elecam, qui estime qu'on pourrait effectivement éventuellement atteindre le cap de 7 millions escomptés, je suis pessimiste parce que, vous savez, à une situation de choc, il me semble qu'il faut apporter également des solutions de choc. La thérapie doit être à la mesure même de la maladie. On a coutume de dire que, au grand mot, les grands remèdes. Et donc la question des inscriptions sur les listes électorales appelle un problème fondamental. C'est celui de l'adhésion des Camerounais à la chose politique, à la gestion même des affaires de la cité. Alors, tout le problème, c'est au niveau de tout le processus. Et là, on ne peut pas découper par segment les éléments qui rentrent dans le processus électoral camerounais. Il s'agit d'un tout, et ce sera le pile ou le face, ainsi que l'indique par exemple le journal du Conseil. C'est tout le face, ce n'est pas les segments, on ne gère pas les segments. Parce que lorsqu'on interroge la question du nombre de Camerounais qui s'inscrivent sur les listes électorales, il faut aller en amont. C'est que qu'est-ce que c'est le processus électoral aujourd'hui? Le plus gros débat, le plus récent, c'est celui du code électoral unique, duquel il ne s'est jamais dégagé un consensus électoral. La société civile, un certain nombre de partis politiques de l'opposition ont revendiqué qu'il y ait un consensus autour de ce texte-là, parce qu'il y a un certain nombre de points qui sont inscrits là-dedans, qui n'arrange pas la majorité. Je vous prendrai par exemple aujourd'hui le cas de ce qu'on appelle la majorité électorale au Cameroun, on en est à 21 ans. Alors que la majorité pénale, c'est-à-dire qu'au Cameroun, lorsque vous avez 18 ans, vous pouvez aller en prison. Mais lorsque vous avez 18 ans, vous ne pouvez pas voter. Je crois qu'on en est à 20 ou 21 ans. Alors, or, s'il y avait eu consensus, s'il y avait eu un débat préalable
avant que le code électoral, dit-on unique, ne soit promulgué, je crois qu'on aurait par exemple pu introduire là-dedans qu'on ramène la majorité électorale de 20 ou 21 ans maintenant à 18 ans et donc ça aurait augmenté le potentiel des Camerounais à même de s'inscrire sur les listes électorales. Premier point. Le second point, c'est quand même que est-ce qu'il y a eu assez d'informations? Est-ce qu'il y a eu assez d'acculturation sur la nouvelle façon de s'inscrire, à savoir la biométrie des Camerounais. La petite histoire, c'est une anecdote que m'avait vous raconter. C'est que on était, c'est quelque chose qui a été rapporté par un responsable de l'ECAM dans la région du centre, non loin de Balbayo. Eh bien, il y a un papa qui voulait s'inscrire, mais vous savez, il y a un certain nombre de personnes qui gardent encore avec eux le pouvoir traditionnel. On l'a filmé 10 fois. Et jamais il n'est sorti. Il est sorti sur la photo. Il fallait donc un problème préalable de sensibilisation, d'information pour mettre en exergue l'intérêt qu'il y a à ce qu'il y ait la biométrie dans le processus électoral. Première chose. Troisième chose, maintenant, vous savez qu'en termes de matériel, il est quand même pas tout le matériel nécessaire. En termes de kit, quantitativement, ça ne peut pas couvrir tout le pays. Et même que, et on va rentrer encore à vous allez me le permettre, à un moment donné, les uns les autres ont eu l'impression que, d'ailleurs l'abandon à la chose politique, que les résultats généralement sont faits avant le vote, et puis, qu'on ne veuille pas, la longévité aux affaires d'un certain nombre de personnes à des postes de décision, ça décourage quand même les uns qui estiment que si on élargit un peu le spectre en termes d'alternance, en termes de renouvellement du personnel politique, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait par exemple 21 ans étant ministre au Cameroun, ça c'est un peu choquant dans une république. Je crois que tout ça mis ensemble ne peut aboutir qu'au fait qu'il y ait cette rétractation des Camerounais, ces Camerounais qui rebootent le processus électoral et non pas seulement la simple question des inscriptions sur les listes électorales. Ok, voilà. Monsieur Odiep, vous êtes certainement déjà inscrit vous-même. Qu'est-ce qui peut expliquer que les Camerounais, c'est vrai que Ghislain a essayé d'apporter quelques explications. Qu'est-ce qui, pour vous, peut justifier le fait que les Camerounais traînent le pas à aller s'inscrire sur les listes électorales? Oui, cette question d'inscription pose un problème fondamental, ou tout au moins nous amène à faire un constat. C'est que les populations sont déconnectées de la chose politique. Et cela, il me semble que c'est parce que la société civile a abandonné le débat au seul politique. Parce que les élections vont au-delà du seul scrutin. C'est un enjeu de développement local. Parce que le fichier électoral, il faut savoir, le fichier électoral est la base du fichier sur la base duquel on peut faire des projections de développement. Donc, toutes les élites, tous les hommes politiques se battent pour enrichir leurs fichiers locaux. Et donc, il faut amener les populations à comprendre qu'au-delà de l'enjeu du scrutin, il y a un véritable enjeu de développement. Donc, celui de s'inscrire massivement dans les listes électorales, justement pour leur donner des arguments, pour soutenir les pouvoir participer à la chose publique. Tout à fait. Alors Roger, moi je voulais me tourner vers vous pour m'interroger. On sait que cette année 2013 est une année électorale au Cameroun. Le chef de l'État, lors de son discours le 31 décembre, avait annoncé les sénatoriales. On sait également qu'on s'attend à des législatives et municipales. Est-ce que le fait que les inscriptions prennent du retard peut avoir un impact sur l'année électorale? Vous pensez qu'on peut arriver à des situations où tout ça va être renvoyé sine die? Je ne pense pas, parce que, en ce qui me concerne, j'ai suivi avec grand intérêt le déroulement de mes prédécesseurs tout à l'heure. Je pense que le problème des élections dans un État doit d'abord être le problème des Camerounais, du peuple lui-même. Parce que c'est le peuple qui vote. C'est le peuple qui a besoin de réformes. C'est le peuple qui a besoin que tout change. C'est le même peuple qui veut, qui bloque le processus, parce que ne pas s'inscrire, ça signifie qu'on bloque le processus. Donc on parle aujourd'hui d'un problème de l'ECAM. En réalité, le problème ne doit pas être le problème de l'ECAM. Et l'ECAM a déjà mis le pied sur l'étrier. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des relais. C'est vrai, un problème de communication, d'accord. Mais je dis davantage que le peuple lui-même doit s'assumer. C'est le peuple qui veut changer des choses. Et c'est le peuple qui doit aller s'inscrire. Et non le contraire. On ne devrait pas prendre le bâton
comme à l'époque coloniale, et aller dans les cases, dire aux gens, si vous n'allez pas vous inscrire, on va vous passer à l'auto d'affaires. Non, c'est dépassé. Si nous voulons, c'est d'abord une volonté. La volonté doit d'abord être individuelle. La volonté doit être celle du peuple. C'est le peuple qui veut les... On ne peut pas demander une chose et son contraire. On ne peut pas demander qu'il y ait des changements et on refuse d'aller s'inscrire. Donc vous militez en faveur d'une inscription massive des populations. Le peuple, vous rejoignez, monsieur. Oui, le peuple doit s'élever comme un seul homme. Bon, si le peuple ne veut pas aller s'inscrire, ça signifie qu'il y a problème. Et le problème c'est quoi? Le problème c'est que volontairement, on ne veut pas de changement. Vous ne pouvez pas demander un changement et vous refusez d'aller aux urnes censurer celles qui vous dérangent. Non. Mais ils me disent peut-être que ça ne change rien. Je veux dire quelque chose. C'est au moins la quasi-totalité des Camerounais qui suivent le discours du chef de l'État. Je dis la quasi. Même si c'est par l'air interposé. Mais le chef de l'État est même arrivé à dire que les cartes d'identité sont gratuits. Mais pourquoi ne pas aller? C'est une mesure incitative. Oui, c'est... Voilà. Ça signifie que c'est une forme de communication. On vous fait ces cartes pourquoi? Parce qu'il y aura élection. Donc, c'est déjà une forme de communication. Dire aujourd'hui que les gens boudent. Moi, je ne crois pas que ce soit le problème de l'ECAM. Vous croyez que, même si l'ECAM allait même donner de l'argent et des véhicules aux gens d'aller s'inscrire, ils allaient partir, ils allaient manger, boire dans les bars. Donc, moi, je crois que le problème, c'est d'abord une volonté du peuple. Lorsqu'un peuple veut vraiment le changement, il doit aller s'inscrire et faire des sanctions au niveau des urnes. Nous sommes déjà à une période démocratique où c'est le peuple qui a droit au chapitre. Alors Damien, vous suivez un peu vos trois prédécesseurs sur la question. Je vous vois d'ailleurs esquisser un sourire. Ça veut dire que vous partagez l'appel que lance Roger à l'endroit du peuple camerounais d'aller s'inscrire massivement. Tout à fait, je suis d'accord avec Roger. Ça, en réalité, c'est un problème de culture sociétale au Cameroun. Donc, il faudrait davantage la sensibilisation. Peut-être c'est ça qui manque, la sensibilisation. Mais cette culture sociétale, si elle était là, on n'a pas besoin de dire à quelqu'un, va t'inscrire et voter. C'est un devoir civique. On a ce devoir-là de s'inscrire parce que on a ce mot à dire dans la gestion de la cité. Donc on ne peut pas rester les bras croisés, on se dit, bon, on se désintéresse parce que ça va toujours être la même chose. Non, ça c'est déjà des procès d'intention et ça voudrait dire quelque part, les politiques ont un peu enfermé la société camerounaise. Et puis il y a trop de moutons de panurge, je vais excusez-moi, permettez-moi le terme. Il y a très peu de gens qui se prennent en charge et qui voudraient décider de leur destin. Donc la plupart du temps, c'est des suivistes. Donc parce qu'un chef politique est venu dire ceci, un mot d'ordre, alors ils le suivent tranquillement, alors que lui-même, en tant que citoyen camerounais, il se doit de participer. Voilà, c'est un devoir citoyen. C'est un devoir citoyen, juste un mot, parce qu'on doit sortir de ce thème. Vous voulez ajouter je voudrais, quelque chose? Merci de me donner l'occasion d'ajouter quelque chose. Non, vous ne partagez pas cet appel qui est lancé. Je partage l'appel, partage l'appel. Mais vous savez, pour partir de Yaoundé pour Douala, vous avez trois options. Soit vous prenez le train, soit vous prenez le bus, soit alors vous empruntez l'avion. Il n'y a pas de demi-mesure à moins que vous ne vouliez faire, je ne sais pas quoi, une épreuve sportive. Mais je dis, vous ne pouvez pas demander aux Camerounais une chose et leur contraire. En fait, nous ne pouvons pas nous asseoir dans ces studios et dire que les Camerounais ne veulent pas le changement. Du simple fait qu'ils prennent le pas à aller s'inscrire sur une liste électorale. Parce que l'histoire nous révèle, c'est une histoire récente, le printemps arabe, il y a un chef d'État dans l'un de ces pays qui venait d'être élu à, je crois, c'était 95% de suffrages valablement exprimés en sa faveur, mais tout de suite après, qui a été renversé et le peuple a adhéré plutôt à ce renversement. Je voudrais dire que le problème, ce n'est pas celui de la masse électorale. Il faut faire attention à ce qui peut être sous-jacent, à savoir la masse silencieuse. Et la masse silencieuse, généralement, c'est celle qui dit « je ne participe plus parce qu'on n'a pas satisfait un certain nombre de désirata préalables pour la participation ». En tout cas, pour dire que nous ne sommes pas dans la même condition juridique pour participer au processus électoral. Et cela m'amène à vous dire que en matière de démocratie, l'environnement est plus important que la pratique de la démocratie. L'environnement de la démocratie. Et donc, pour le cas camerounais, la masse critique, il faut la constituer. Et comment on constitue la masse critique? On la constitue en mettant les règles de jeu claires devant tous
pour que chacun puisse participer. C'est ça le problème fondamental. Donc il y a un problème de confiance. Il y a un problème de confiance entre les citoyens d'une part et la manière dont les institutions fonctionnent. Justement, Roger a dit tout à l'heure qu'il y a les partis politiques qui semblaient ne pas vouloir, je veux dire, ménager, encourager les uns les autres à aller s'inscrire sur les listes électorales. La loi fondamentale de la Constitution dit que les partis politiques concourent au suffrage universel. Mais ce n'est pas les partis politiques qui doivent faire le travail à la place de l'ECAM, à savoir appeler et sensibiliser les Camerounais à s'inscrire sur les listes électorales. Le problème étant que le parti politique n'est qu'une association d'ordre privé, alors que l'ECAM est une institution. Et en matière de droit, une institution, c'est ce qui s'impose à tous et qui est là pour l'intérêt général. Donc, il ne faut pas prendre les Camerounais comme étant des gens qui ne veulent pas un changement. Ça peut être une masse silencieuse, mais dangereuse. Ça peut également être le fait qu'il n'y a pas eu assez de sensibilisation, assez de culture démocratique et politique pour qu'il y ait une masse critique suffisante qui participe effectivement à la gestion des affaires de la cité à travers la grande question électorale. Voilà. Il faut regarder du côté de l'environnement démocratique camerounais. Ok, une question pour Roger, nous vient de Lagos, c'est Emeka depuis Lagos, qui, pour justifier un peu cette réticence, il dit nous votons depuis 30 ans avec ce régime. Dites-moi Roger, en démocratie, est-ce que c'est normal de faire 30 ans au pouvoir? Il semble justifier cette apathie par le fait que beaucoup de Camerounais ne croient plus au régime en place. Oui, ben écoutez, c'est un problème de constitution. Si la constitution demande au chef de l'État d'être là, en fait, de posséder un droit, c'est son droit. Et ben, que monsieur Emeka, depuis Lagos, un peu parce que Lagos au Nigeria, c'est un débat peut-être qui est un peu dépassé par rapport à la constitution du Cameroun. Bon, mais aujourd'hui, moi je voulais lui renvoyer l'ascenseur en lui demandant qu'est-ce que font ceux-là qui sont en face de celui qui a 30 ans. Je vais vous dire aujourd'hui, voilà donc les élections, on nous dit allez vous inscrire. Et tel que me reprenait Gisela, je voudrais simplement te dire que si moi je suis un chef d'orchestre politique, ce que je vais faire, c'est de rameter, de ratisser. Au lieu de demander aux gens de s'abstenir, comme font certains, si vous demandez aux gens de s'abstenir, et c'est lui qui amène les foules, lui gagne. Vous allez dire aujourd'hui qu'il a passé 30 ans au pouvoir? Non, il a passé 30 ans parce qu'au moment où vous avez demandé à vos militants de ne pas aller s'inscrire, lui demandait à ses militants de s'inscrire, et ils l'ont voté, et il est au pouvoir. Donc, on peut même être 100 ans au pouvoir. Si nous, on a le peuple derrière soi, je ne crois pas qu'il y ait problème. Voilà, on va sortir, on va sortir de ce premier terme. Non, je ne voudrais pas qu'on focalise le problème sur... Oui, juste en un mot. Merci, en un mot. Oui. Je n'ai pas un problème avec une personnalité. J'ai un débat de l'environnement démocratique que je pose. Vous savez, en fait, d'après à ce que les partis politiques amènent leurs militants sur le terrain politique, je le veux bien, mais si on prend l'exemple encore récent en France, vous allez vous rendre compte que les militants par exemple de l'UMP, c'était combien pour élire M. Sarkozy? Il n'était pas nommé. Ça veut dire que ce n'est pas les militants des partis politiques qui élisent les chefs d'État, c'est les citoyens de ces pays. Parce que généralement, les militants d'un parti politique représentent à peu près 1/10 de l'électorat. C'est les citoyens dans leur ensemble. Donc il ne faut pas qu'on donne l'impression que il y a un parti politique qui mobilise ses militants aux grandes dames des autres militants. Non, mon problème est celui de l'environnement dans lequel se meut la démocratie au Cameroun, parce qu'il y a des conditions préalables, les principes fondamentaux pour la pratique de la démocratie, et j'en appelle assez au respect de ces principes. Voilà, on a donc compris les uns et les autres. Je pense qu'on va être obligé de sortir de ce sujet compte tenu du fait que le temps court tellement vite et on a beaucoup de choses à se dire sur ce plateau. On va peut-être trouver un moment pour lire les messages qui commencent à nous arriver de partout. Le temps pour nous de passer très très rapidement sur l'arrêt des poursuites par rapport à Yves-Michel Fautou, en ce qui concerne l'affaire des ADC de ces redevances. L'argent avait été détourné. Eh bien, le TCS a donc décidé d'arrêter les poursuites contre Yves-Michel Fautou. Est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? Parce que son co-accusé estime que cela n'aurait pas dû être. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la question? Vous êtes au courant de... Oui, je ne pense pas que cette question doit entraîner des débats.
puisque... On ne peut que constater. Oui, mais on constate puisqu'il agit dans le cadre des dispositions du TCS qui autorise à payer une partie ou toute une partie de la dette et d'être libéré ou d'être acquitté. Alors, est-ce que cela peut encourager les autres accusés de l'opération épervier à rembourser l'argent qui a été détourné? Oui, avant de... Ça peut... Moi, je crois qu'il faut déjà voir ce que prévoit les canons de cette juridiction. Il y a des dispositions. Parce que moi, je crois qu'il y a un petit clair-obscur. Parce que jusque-là, on ne nous a pas dit qu'est-ce que c'est que le TCS. On ne nous dit pas ce que le TCS va faire. Est-ce qu'il est prévu que lorsqu'on rembourse, on est acquitté? Est-ce qu'il y a tout ce flou artistique qui, ma foi, essaie un peu de gêner? Mais si la décision est telle que, en remboursant, comme cela vient d'être le cas avec Yves, je crois que c'est ce que prévoit justement les textes. Alors, est-ce qu'on va encore commenter les décisions de la justice? Donc, c'est un thème qui... Mais moi, je crois que le Cameroun, en fait, l'État, peut-être que c'est une stratégie de l'État à demander, à appâter les autres prévaricateurs, à rembourser l'argent, parce que vous savez que ça a quand même été très dur. Il y en a qui disent qu'ils n'ont jamais pris un copec. Bon, mais aujourd'hui, ils peuvent me dire en remboursant. Bon, je ne sais pas, mais je crois quand même que ça peut être une des stratégies de l'État à encourager ceux qui ont honte, entre guillemets, qui ne veulent pas rembourser cet argent. Et avec le cas de Yves-Michel Focho, je crois que c'est un cas à saluer. Et maintenant, il paraît qu'il y a M. Tongongene. Tongongene est l'ancien directeur général des ADC. Sa défense est outragée de ce qu'il y a eu cet arrangement. Non, qu'il le rembourse aussi, comme ça on verra s'il ne sera pas acquitté. Voilà. Donc il y a ça. On va se contenter donc de vos deux réactions sur ce thème parce que nous courons après le temps, Ghislain, parce qu'on a un sujet qui, à mon avis, est très important parce que... Je voulais apporter un éclairci à Roger qui a posé une question fondamentale. Ce n'est pas un débat pour entrer sur les noms des photos, des validateurs, puisqu'on les a jugés. Non, je voulais lui donner une explication pour dire que, puisqu'il a posé la question de savoir qu'il avait l'impression qu'il y avait du flou sur le statut même du TCS, le tribunal spécial. Je voudrais lui dire que c'est un tribunal effectivement spécial, et spécial de par la qualité des personnes qui doivent être jugées à ce tribunal, spécial aussi de par la nature des infractions. C'est-à-dire que lorsque vous avez moins de 50 millions de francs CFA spoliés à l'État et donc à l'Assemblée de la République, vous ne pouvez pas comparaître devant le tribunal spécial. Donc c'est un tribunal spécial effectivement, de par la qualité des personnes qui doivent comparaître, mais également de par la qualité des infractions. Voilà, cela est donc clair à mon avis pour tout le monde. On va très rapidement passer à autre chose, parler de la sécurité sociale qui est un sujet assez préoccupant. Le sujet occupe d'ailleurs les devants de la scène au Cameroun. Ça parle beaucoup dans les radios, ça écrit beaucoup dans la presse, mais nous sur ce plateau on va essayer d'aller chercher un peu loin en se fixant comme objectif de savoir ce qui peut être fait pour améliorer la couverture de la sécurité sociale au Cameroun. On sait que le chef de l'État avait déjà balisé le chemin dans son discours en fixant le cap de 2015. Alors là, je voudrais passer immédiatement la parole à M. Odiep tout d'abord pour nous dire un peu de quoi il retourne exactement parlant de la sécurité sociale aujourd'hui au Cameroun. À quel niveau se situe le débat? Parce qu'on a comme l'impression que les populations se perdent un peu dans tout ce qui est dit autour de la CNPS surtout. Oui, je vous remercie encore de cette opportunité qui nous est donnée de clarifier cet enjeu qui est un enjeu de société, qui est un enjeu également de développement. La sécurité sociale, il faut le dire, c'est un ensemble de garanties que l'État apporte aux travailleurs pour les prévenir contre certains risques qu'on appelle les risques sociaux. Parce que figurez-vous, vous entrez dans le monde du travail, vous travaillez pendant un certain nombre d'années, à terme, quand vous n'avez plus la capacité de travailler, vous entrez dans ce qu'on appelle le régime de retraite.
il faut pouvoir jouir de sa retraite, donc disposer de certains revenus pour continuer à vivre. Il peut aussi arriver que pendant l'activité, qu'on soit pour une raison ou pour une autre, empêché de travailler, soit victime d'un accident ou d'une maladie professionnelle, qu'on soit incapable de travailler. Et dans ce cas, il y a des garanties qui permettent la continuité de revenus. Donc c'est ça un peu la sécurité sociale. Et le problème qui se pose aujourd'hui, nous ne voulons pas qu'on détourne l'attention sur ces vraies questions de la sécurité sociale qui sont vraiment les questions de là, le président de la République a donné le tempo et il nous revient, nous les acteurs de la sécurité sociale, je parle de la CNPS, de saisir la balle au bon pour réaliser cette ambition. Donc il s'agit donc de l'extension. Donc de partir de l'existant pour étendre cette sécurité sociale qui profite aujourd'hui uniquement à ceux qui ont une activité salariée. Il s'agit de l'étendre à ceux qui sont aujourd'hui exclus et qui sont les plus nombreux. Ils représentent plus de 80% des travailleurs. Aujourd'hui, vous savez que l'emploi aujourd'hui est orienté vers l'activité individuelle. Il y a beaucoup plus d'indépendants que de salariés qui dépendent d'un patron. Et tout cela contribue à l'économie nationale, mais sont exclus parce que la loi ne permet pas de les prendre en compte. Donc l'enjeu aujourd'hui, c'est celui-là, d'étendre pour leur permettre de bénéficier des garanties de couverture que la sécurité sociale apporte. Et pour éviter qu'ils soient fragilisés. Parce que c'est une question de pouvoir d'achat. C'est une question de revenus, la sécurité sociale. Donc il s'agit donc de redistribuer les revenus, non seulement à ceux qui travaillent aujourd'hui et qui sont pris en compte par la CNPS, mais d'aller au-delà pour prendre en compte ceux qui sont exclus. La CNPS a commencé déjà à anticiper sur cette ambition-là en mettant en œuvre des stratégies pour prendre en compte une couche de travailleurs qui jusque-là étaient marginalisés. J'entends les employés de maison, les bench-skinners, les chauffeurs, les footballeurs. Voilà des couches importantes qui étaient marginalisées et qui sont en train d'être prises en compte par la CNPS. Donc il s'agit, si je vous comprends bien, d'élargir un peu l'assiette des bénéficiaires de la sécurité sociale au Cameroun. Tout à fait. Alors monsieur Olomona, excusez-moi pour la prononciation. Alors dites-nous un peu, monsieur Odiep dit que la CNPS travaille déjà sur ce dossier. Et comment est-ce que cela va se passer pratiquement sur le terrain? On sait que jusque-là, la CNPS ne s'occupait surtout que des agents de l'État. Non, pas vraiment. Je voudrais corriger. En réalité, c'est l'ensemble des personnels du secteur privé. C'est-à-dire ceux qui travaillent dans des entreprises privées, c'est-à-dire qui répondent d'un contrat de travail. C'est eux qui sont couverts par la CNPS. Voilà. La CNPS. Oui. L'ambition même, c'est d'aller au-delà de ces indépendants, c'est d'aller donc vers ce que nous appelons vulgairement le secteur informel. Informel. Oui. En réalité, c'est pas vraiment informel. Informel parce que ils ne sont pas véritablement connus. Mais ils existent et c'est des grands messieurs qui ont des gros revenus, qui réalisent les chiffres d'affaires, de gros chiffres d'affaires. Donc, et c'est de l'argent perdu. Et ces gens-là, une fois à la retraite, c'est-à-dire atteint un certain âge, ils vont être, ils devraient avoir une certaine couverture. Parce qu'aujourd'hui, quand on est valide, on a toute la force, on peut travailler. Mais il faut prévoir les années de retraite. C'est-à-dire lorsqu'on a perdu sa force, et il faut pouvoir donc avoir cette couverture-là. Donc l'État intervient dans ce sens-là. Alors, est-ce qu'il y a des blocages pour la mise en place de ce processus-là? Bon, le blocage, c'est vrai, parce qu'aujourd'hui, la CNPS a fait énormément de travaux. Il y a des études qui ont été faites et proposées. Et il ne revient pas à la CNPS de décider. Il y a l'État qui est au-dessus de la CNPS, parce que la CNPS n'est que le bras armé de l'État dans le domaine, c'est-à-dire en matière de sécurité sociale. Autrement dit, le travail technique est déjà fait. Vous n'attendez plus que l'onction politique, oui, si je comprends bien. Oui, tout à fait. Il y a derrière cela un enjeu de gouvernance, il faut le dire. Parce qu'il s'agit de partir d'une étape de couverture actuelle vers une autre étape plus importante.
Et donc, l'organisme qui est chargé de mener cette transition, c'est la Caisse nationale de prévoyance sociale. Et donc, on ne pouvait pas faire cette mutation si les problèmes de gouvernance n'étaient pas réglés. Et c'est à juste titre si c'est en ce moment que le président de la République repose la question, on remet la question au centre des débats. Parce que la CNPS, durant les 4 dernières années, a mené un certain nombre de réformes qui fait en sorte que les conditions aujourd'hui de gouvernance sont réunies pour qu'on puisse franchir le cap de l'extension. Sinon, cela n'aurait pas été possible. Donc aujourd'hui, nous avons la légitimité pour amorcer ces questions-là de l'extension. Et les travaux sont faits en interne. Il s'agit d'études actuarielles. L'étude actuarielle, c'est l'étude fondamentale qui détermine les conditions dans lesquelles on peut faire cette mutation. Et il faut dire que vous parliez tout à l'heure faisiez allusion à des blocages éventuels. Il faut dire que ce qui est caractéristique de notre régime de sécurité sociale, c'est qu'il n'a pratiquement jamais été réformé. Depuis que le régime existe, depuis 1967, le taux de cotisation qui est fixé à 7% n'a jamais évolué. Et le plafond de cotisation depuis 90, donc pratiquement 24 ans, n'a jamais évolué. Donc il y a derrière cela un enjeu d'équilibre du financement du régime, parce qu'il est établi depuis plusieurs années, depuis au moins 10 ans, que les conditions d'équilibre du financement du régime ne sont plus réunies. Le régime est structurellement déséquilibré. Et seule la gouvernance permet de tenir. Mais on ne va pas tenir plus longtemps, puisque les actuaires disent que d'ici 2016, on va arriver à la rupture s'il n'y a pas de correction des paramètres de financement. Il faut corriger le plafond qui est fixé à 300 000 francs et qui n'a pas évolué depuis 1990. Il faut corriger les taux de cotisation qui n'ont jamais évolué. Et il faut améliorer le niveau des prestations, parce que vous savez que les pensions sont extrêmement modestes. Il faut le dire. Pour rester poli, il faut améliorer. Et il y a une démarche entreprise dans ce sens au sein de la CNPS aujourd'hui, visant à améliorer le niveau de prestations servies, fort des réserves. Je reviens encore sur la question de gouvernance, parce qu'elle est centrale. Fort dans les réserves qui ont été constituées ces dernières années, le directeur général est tout à l'aise de proposer une révalorisation, parce que, figurez-vous, on ne peut pas redistribuer des revenus à des populations pendant 25 ans, voire 30, 40 ans, sans jamais les revaloriser, alors que le coût de la vie augmente tous les jours. Et pendant ce temps, les revenus des travailleurs qui sont en activité augmentent. Donc voilà tout l'enjeu qu'il y a derrière cette question. Cet enjeu qui vient d'être développé par les experts. Je voudrais qu'on continue de parler de la sécurité sociale de la CNPS, parce qu'on attend quand même de sons de cloche assez discordants. On ne peut pas partir de ce plateau, et j'ai la chance d'avoir des journalistes, parce que le débat semble se jouer à ce niveau-là. On dit qu'il y a une certaine grogne au sein de la CNPS, et par ailleurs, on trouve quand même que des actions sont menées au niveau managérial pour que les choses s'arrangent. Est-ce que vous êtes au parfum de ce débat? Naturellement, je suis. Notre travail, c'est collecter, traiter et diffuser l'information au quotidien. Et c'est la raison d'être d'un journaliste. Et donc, je voudrais commencer. Je vais entrer par la sortie de mon voisin de droite dans ce studio, qui parlait de la CNPS comme étant un bras armé. Je voudrais plutôt parler de bras séculiers de l'État en matière de sécurité sociale. Sinon, on allait estimer qu'à la CNPS, on avait une unité d'armement pour combattre. Donc, alors, ce bras séculier de l'État en matière de sécurité sociale, je vais parler comme monsieur tout le monde, parce que je ne suis pas aussi technicien en matière de sécurité sociale à l'intérieur de la maison, comme les deux précédents intervenants. Je vais parler comme l'homme de la rue, monsieur tout le monde, pour dire que je fais deux constats. Le premier, c'est que quand vous êtes à Yaoundé, au Cameroun, à la police centrale, il y a un immeuble jadis baptisé immeuble de la mort, et qui est en train d'être restructuré. Il me semble que c'est la CNPS, en tout cas c'est ce que j'entends dire, ils vont me démentir éventuellement. Et il semble que c'est un immeuble qui a été réhabilité et restructuré par la CNPS, et que c'est à titre de placement. À savoir que quand on a un peu de réserve, il faut investir, il faut investir. Et le directeur général, je l'ai suivi dans une télévision concurrente qui parlait d'investissement sur la pierre, parce que ça c'est durable, ça
ça ne s'estompe Ça ne va pas prendre d'autres directions. Alors, je parle comme un naïf pour dire que quand on fait un placement, ça veut dire que l'entreprise se porte bien. Et donc, on fait les bénéfices et on est manifestement dans une logique préventive pour vivre dans l'avenir avec de meilleures conditions en termes de traitement de ses employés et même de l'objet principal pour laquelle elle existe, cette CNPS, à savoir les pensionnés, il me semble. Donc, je le dis comme cela pour dire que... Et puis, je suis un peu surpris du moment pendant lequel éclate cette revendication, qui est somme toute légitime de la part des syndicats, à savoir l'application de la convention collective au niveau de la CNPS. Mais je suis un peu surpris du moment pendant lequel éclate cette revendication. C'est quelques jours seulement après que Paul Biya, je l'ai suivi dans le discours du 31 décembre 2012, se projetant dans l'avenir, il a notamment appelé tous ses collaborateurs directs ou indirects à faire passer la sécurité sociale au Cameroun de 10 à 20%. Donc je crois que ça c'est un challenge qui doit échoir, notamment aux autorités en charge des questions de sécurité, du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, ainsi que et surtout la Caisse nationale de prévoyance sociale. Peut-être enfin, c'est un espoir que je nourris, on passerait ainsi de ce qui a été annoncé il y a quelques années par l'actuel ministre des Transports, à l'époque ministre du Travail et de la Sécurité sociale, qui nous avait invités à un moment donné à une plus grande couverture en matière de sécurité sociale, parce qu'il avait déclaré lui-même au Palais de Congrès, on est installé pas très loin de là, qu'il y a à peu près 80% de travailleurs sociaux qui ne sont pas couverts par la sécurité sociale. Je crois que c'est un challenge, mais j'ai nourri l'espoir que avec cet appel du président Paul Biya, avec manifestement la volonté des autorités en charge des questions de sécurité, à la CNPS principalement, on pourrait enfin passer de la prévoyance sociale à la sécurité sociale. C'est un espoir que j'ai nourri. Voilà, on nous indique que nous avons moins de 10 minutes pour conclure cette émission. Alors Roger, Ghislain l'a dit tantôt, on est un peu surpris qu'au moment où la CNPS doit être concentrée à appliquer la volonté que le chef de l'État a édictée dans son discours, qu'on ait des sons discordants qui veulent en quelque sorte tirer cette politique vers le bas en dénonçant quelques problèmes de management. Est-ce que vous partagez cet avis-là en ce qui concerne la CNPS? Moi, je crois même que le problème de management ne saurait ébranler toute une structuration, parce que le management, c'est pour d'ailleurs un individu qui passe à la tête. Peut-être que si, pour ces gens-là, ce manager-là n'est pas bien, un autre viendra et sera bien. Mais moi, je voudrais peut-être entrer par où il est sorti. J'ai encore un problème de lexique peut-être au niveau de la CNPS. Je crois que c'est un terme un peu dépassé, caduc, puisqu'on n'est qu'au niveau de la prévoyance. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, on doit matérialiser la sécurité. La sécurité sociale. On dit prévoyance, c'est qu'on est encore dans les conversations. Moi, je crois qu'on devrait désormais passer de la Caisse nationale de sécurité sociale à la Caisse nationale de prévoyance. Moi, je crois que... Alors monsieur, comment est-ce que la CNPS entend s'y prendre? Parce qu'on a parlé tout à l'heure des inscriptions sur les listes électorales et on a vu qu'il y avait un déficit de communication, que jusque-là, on a reçu d'ailleurs des messages dans ce sens où les gens nous indiquent pratiquement que les Camerounais ont ce problème, c'est qu'ils ne sont pas assez informés sur des choses parfois importantes comme s'inscrire sur les listes électorales ou encore maintenant vous parlez de la sécurité sociale. Sur quel levier entendez-vous activer pour que le plus grand nombre soit au courant d'abord de ce que c'est et de comment est-ce que ça peut se passer pour que les gens se sentent en confiance et viennent vers vous si ce n'est pas vous qui devez aller vers eux? Oui, tout à fait. Vous comprenez l'importance de notre présence ici. Nous sommes dans une démarche de communication qui va faire en sorte que tout le monde, les travailleurs et au-delà, les bénéficiaires potentiels, ceux qui ne travaillent pas aujourd'hui et qui demain vont bénéficier de la sécurité sociale, s'approprient les concepts, les enjeux. Il va falloir que tout le monde s'approprie les enjeux et nous devons communiquer au maximum. Aller vers des groupes sociaux, aller vers les médias pour porter le message. Parce qu'il s'agit d'un problème qui touche la population, qui touche l'être humain. Il s'agit d'un problème de revenus et d'un problème de sécurité. Et tout à l'heure, on a parlé du passage de la prévoyance à la sécurité sociale. Je veux dire que la prestation essentielle, fondamentale,
c'est la prestation maladie. Hmm. Donc, sur laquelle on peut fonder une sécurité sociale véritable, c'est la prestation maladie. Et le chantier l'avait déjà dit, il faut aller vers une sécurité sociale, vers une couverture maladie universelle, qui va profiter à tout le monde, parce que c'est la prestation de base, c'est la maladie. Et en la matière, le directeur général a instruit une étude, d'ailleurs qui est arrivée à son terme. Les conclusions ont été envoyées à qui de droit il y a environ un an. Donc, cette étude détermine les conditions de réalisation d'une assurance maladie universelle au Cameroun. Cette étude a été faite déjà. Les études visant à redéfinir sur les nouveaux paramètres de financement du régime ont été faites. Maintenant, il faut qu'on commune le maximum pour amener tout le monde à prendre conscience de ces enjeux-là et de prendre conscience de ce que si les paramètres de financement de la CNPS, j'entends les taux de cotisation, les plafonds, éventuellement l'âge de la retraite, si ces paramètres ne sont pas corrigés, on va droit vers le mur. Donc les performances de gestion ne suffiront plus pour combler ce retard de correction que l'on observe dans la correction des paramètres. Alors, tout de suite, avant de se séparer, il y a Sylvain depuis Guider qui pose la question à quand cette augmentation de la sécurité sociale et surtout des salaires. Je ne sais pas si la question est bien posée. Il l'envoie quand même pendant que vous aviez... oui, je pense qu'il parle du salaire des retraités. En fait, ils ont leur pension, c'est une forme de salaire. On parle de revenu remplacement, c'est leur salaire. Justement, il pose la question à juste titre. Quand est-ce qu'on va revaloriser cette pension qui n'a pas été revalorisée depuis plus de 20 ans? Et c'est une préoccupation fondamentale des dirigeants de la CNPS. C'est le gouvernement qui doit le faire aujourd'hui. Le problème est posé au niveau des pouvoirs publics. Le travail est fait au niveau de la CNPS. Comme je vous disais tantôt, les conditions sont réunies pour qu'on fasse ces augmentations. Parce que ces augmentations s'imposent. Voilà. Je crois que la réponse parvient à Sylvain qui nous regarde depuis Guider. On en profite d'ailleurs pour saluer tous les amis d'Afrique Média dans le Grand Nord du Cameroun. On va donc se séparer. Je pense qu'on a tout dit sur la question, ou presque. On n'a pas fait le tour, on en reviendra certainement d'autres fois. Le temps pour moi de vous replonger dans la Coupe d'Afrique des Nations, parce que c'est l'événement de ce 19. Alors, si on vous demandait un pronostic, que ce soit pour le match Afrique du Sud, Cap-Vert, et je réponds là à un téléspectateur qui nous envoie un message depuis la RCA, qui voulait savoir à quelle heure se joue le match. C'est à 16h, temps universel. Pour le Cameroun, nous serons à 15h au Cameroun. Non, à 17h, pardon. À 17h, voilà. Donc c'est à 17h que le match va se jouer. Alors très rapidement, cette Coupe d'Afrique, qui la gagne? Vous voyez la Côte d'Ivoire, le Ghana. Une heure de plus. Côte d'Ivoire, le Ghana. On a une heure de plus. Vous savez, je suis très souvent embêté pour parler des questions de football parce que pour moi c'est un jeu du hasard. Et quand quelqu'un court derrière une boule d'air, vraiment ce n'est pas mathématique. Que le meilleur gagne. Mais je vois manifestement la Côte d'Ivoire qui a sa coupe. Et effectivement, il faut qu'elle s'y mette. Mais je vois aussi quelqu'un qui a éliminé le Cameroun. Le Cap-Vert. Oui, pourquoi pas. Alors, Cap-Vert, Afrique du Sud. Je voudrais tout à l'heure là. Oui, bon, je voudrais pas trop vous prononcer de ce côté-là parce que c'est vraiment un jeu de hasard et puis ce n'est jamais rationnel. Est-ce que le football est encore un jeu de hasard? Quand je dis hasard, c'est toute proportion gardée. De l'issue de match. Oui, de l'issue parce que le meilleur peut perdre un match. Tout à fait, juste par un détail. La preuve c'est que le Cap-Vert a éliminé le Cameroun. Oui, là ça veut dire que le Cap-Vert a été meilleur que le Cameroun. Meilleur, bon, entre guillemets. Sur le terrain, sur l'ensemble des matchs, on voit bien que... Alors, cette CAN, vous la voyez répartie dans quel pays parmi les 16 Mais vous, c'est le Cap-Vert. Parce qu'il a éliminé le Cameroun. Au moins, nous sachons que notre élimination est servie à quelque chose. Alors, Roger, je crois qu'il y a le Ghana, il y a le Cap-Vert et il ne faut pas négliger... on parle beaucoup de la Côte d'Ivoire, le Togo, la Zambie. La Côte d'Ivoire. En réalité, ce serait une juste récompense pour la Côte d'Ivoire. Ok, voilà, je pense que c'est dit et que c'est bien dit sur ce plateau. On va très rapidement lire le message, c'est un devoir. Salut à vous, je pense que ces crimes rituels de Mingbomana Yaoundé sont les conséquences des crimes passionnels de Douala et autres qui sont très médiatisés. C'est un message qui nous vient de Douala et c'est Alain qui pense que c'est à cause des médias qui ne cessent donc de relayer ces crimes que cela incite davantage
les criminels à poursuivre leur sale besogne. C'est un avis et nous ne faisons que... Alors s'il vous plaît, je voudrais savoir si Roger est camerounais des deux parents. Bon, ça nous vient de l'extérieur du Cameroun de toutes les façons. Pour celui qui demandait l'heure du match, je pense qu'on vous a dit que ça se joue à 17h. Le match entre le Cap-Vert et l'Afrique du Sud, le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. Certainement que sur Afrique Média, vous pourrez avoir ce match parce que nous avons des conventions avec les chaînes de télévision qui ont l'exclusivité de ces rencontres-là. Probablement, ça sera sur la chaîne. Je n'ai pas encore la bonne information que je pourrais avoir d'ici quelques minutes. Un autre message qui concerne toujours Roger, qui a été très sollicité. Hein. On dit, ben voilà, on dit que vous n'êtes pas camerounais parce que vous interveniez sur cette affaire des listes électorales avec beaucoup d'optimisme. Donc c'est des messages, je crois qu'il ne faut pas infantiliser les Camerounais. Ils sont très intelligents, le processus n'inspire plus confiance. Tout simplement, c'est un autre message qui nous vient de Puopi, depuis la capitale économique du Cameroun. Un autre message, nous votons depuis 30 ans avec ce régime. Dites-moi, Roger, en démocratie, est-ce que c'est bien de passer 30 ans? C'est un message qu'on avait déjà d'ailleurs lu. Roger ne dit rien parce qu'il semble penser que les Camerounais ne réfléchissent pas. Bon, c'est aussi un avis. Salut à vous au studio. C'est un autre message qui touche au crime passionnel. Et je pense qu'on ne peut pas les lire tous, étant donné que le temps nous tient par la gorge. Moi, je vais tout simplement dire merci à monsieur Jules Armand Audiep, chef du département des études et de la communication à la CNPS, d'être venu à l'émission. Merci. Merci également à monsieur Omoloma, j'en viens parfaitement. Et là, c'est Damien. Merci d'être venu. Vous êtes le coordonnateur de la communication à la CNPS. Justin Pierre-Estonneau est un haut responsable de la RTS. Il est souvent humble et n'aime pas qu'on donne son titre, mais c'est aussi un présentateur vedette d'une émission très écoutée sur cette radio qui a pignon sur rue. Et que dire du directeur de publication, le seul qu'on a pu avoir sur ce plateau. Mais il faut assurer que je suis bel et bien camerounais de souche, hein, de père et de mère, mais il a peut-être d'autres convictions et d'autres arguments. C'est pour cela qu'il développe tel que vous l'avez suivi au courant de cette émission. Oui, je voulais vous féliciter et c'est une félicitation. J'aimerais que Madame le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille soit également au courant de ces félicitations. J'ai remarqué que 80% des personnels qui produisent l'émission avec vous, ce sont nos sœurs, mères et filles. Et amis. Voilà, c'est tout à l'honneur du management d'Afrique Média qui sait faire ce qu'on appelle le gender equity. Nous pensons beaucoup à promouvoir la gente féminine à Afrique Média et cela, c'est tout à fait normal. On vous dit merci pour ça. Mesdames, Messieurs, vous également qui nous avez suivis de chez vous, que ce soit au Cameroun ou dans le reste du monde, merci de votre aimable attention. Prenons le rendez-vous le week-end prochain pour une autre édition, mais en attendant, la rediffusion, c'est tous les dimanches à partir de 11h30 sur la télévision panafricaine. Au nom de toute la régie, de toute l'équipe technique, je vous dis merci de votre aimable attention. On se retrouve bientôt sur Afrique Média. Au revoir.